Salut à toi, j'espère tout d'abord que tu es en pleine forme. Au menu de ce jour, je te propose de poursuivre nos petites analyses sur nos fameuses actions, car la bourse, de manière générale, et notamment le CAC 40, a commencé à se prendre un petit coup de bambou depuis le début de cette semaine, avec un passage effectivement sous les 8000 points. On pourrait dire que la météo bourse actuelle est effectivement du même niveau que la météo actuelle, autrement dit assez maussade et craintive. Pour poser le cadre, comme d'habitude, nous sommes donc actuellement le 2 mai 2024 et notre CAC 40 vole donc aux alentours des 7900 points après avoir volé au-dessus des 8000 points pendant plus de 2 mois. Bref, une belle occasion pour nous d'aller faire un tour du côté des plus belles chutes afin de voir s'il n'y a pas une petite opportunité à saisir face à cette petite situation. Alors, déjà, côté retour d'expérience, ou rétex, comme diraient certains, suite à cette petite chute, je tenais à t'indiquer que pour remercier l'action Stellantis, qui a été bien sympathique à attendre nos petites ventes pour chuter, je me suis donc permis de revoir rapidement ses fondamentaux suite aux derniers chiffres 2023. En aparté, si tu es nouveau sur cette chaîne, bien déjà, bienvenue à toi. Et surtout, je te mets en lien une petite vidéo sur l'analyse de ces fameux indicateurs fondamentaux que j'utilise. Et qui, pour Stellantis, n'ont pas bougé d'un iota. Et donc, pour la remercier, cette petite action, je me suis donc permis de reprendre une petite lignonnette dessus. À noter que j'ai également repris une petite ligne du formidable ST Microelectronics qui a perdu de sa superbe suite à une belle baisse de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2024. Car malgré tout, et sur une vision long terme, que cela soit l'automobile comme les semi-conducteurs, qui peuvent être complémentaires sur certains aspects, je pense à titre personnel que les défis qui attendent ces deux petites structures pour les années à venir constituent de solides opportunités pour elles deux. Et je crois en elles pour y faire face et pour prospérer sur le long terme. Yes, I trust in. Bon bref, désolé pour ce petit passage anglophone, si on peut le définir comme ceci. Donc là, tu vois, pour l'analyse de Stellantis, par exemple, eh bien, premier point, on a validé nos petits indicateurs fondamentaux, les fameux 8 indicateurs fondamentaux, comme on le fait à chaque fois. Et donc là, on est OK là-dessus avec un beau 6 indicateurs validés sur 8, ce qui sous-entend très brièvement une analyse rentable à partir de nos indicateurs axés sur la rentabilité financière de l'action et une action pas trop chère à l'achat à partir de nos fameux indicateurs portant sur la surévaluation. Ensuite, on peut s'amuser, mais attention, cela ne reste que du complément, je le répète, c'est important. On peut donc regarder, pour s'amuser, nos 3 indicateurs complémentaires, où je t'avais fait d'ailleurs une petite vidéo là-dessus, avec notamment le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Donc ici, on constate une belle baisse de près de 12%, qui est parue le 30 avril 2024, ce qui permet notamment de constater cet effet d'opportunité sur le prix actuel. Cette annonce de moins de 12%, naturellement, fait reculer un petit peu nos petits investisseurs. C'est en effet un signal pas très encourageant pour l'année à venir. Cette annonce a logiquement engendré un grand nombre de ventes, d'où une baisse du cours, naturellement, la fameuse loi de l'offre et de la demande. En second, je ne sais pas si tu te rappelles, ça date un peu, j'aime bien mettre, si tu veux, le pourcentage de reversement du dividende. Donc j'ai simplement divisé 1,55 euros, le prix du dividende, par le prix de l'action auquel j'ai fait l'analyse, soit 20,095 euros, ce qui me fait exactement 7,71% de rentabilité si tu achètes le titre. C'est déjà un très beau placement, 7,71%, sans déconner. C'est le double, presque le triple de mon petit livret A, donc c'est déjà pas mal. Et en troisième, ce que j'aime bien regarder, c'est l'évolution du dividende sur les 5 dernières années qui permet de voir, si tu veux, la capacité de l'entreprise à augmenter progressivement son profit et donc ses dividendes année après année, gage d'une certaine stabilité de la dite entreprise. Et donc, comme nous sommes partis de 0 euros, c'est effectivement un bel indicateur également à ce stade. Mais je répète, ces 3 indicateurs complémentaires sont, comme leur nom l'indique, tout à fait complémentaires. Mais par contre, si tu hésites entre plusieurs titres, ils peuvent t'aider, je te dirais, dans ta prise de décision finale. Un chiffre d'affaires en hausse témoigne généralement d'une belle année à venir, et tout comme un dividende en hausse annonce également de belles perspectives pour la suite. Après, une fois que tu as fait ces quelques points, donc de 8 indicateurs fondamentaux, qui restent les fondamentaux du fondamental, donc 3 indicateurs complémentaires, tu peux aussi t'amuser en complément à faire un peu de l'analyse de courbes rapide. Allez, je vais dire un gros mot, tu peux faire une brève analyse technique. Ça y est, c'est lâché. Donc là déjà, truc de base, tout con, que je fais en général, on analyse nos chiffres sur les 4 ou 5 dernières années. Alors je t'invite simplement en premier à aller vérifier que tu n'es pas positionné sur un chapeau, un endroit où la courbe est particulièrement élevée, mais que tu es plutôt bel et bien sur une zone un peu plus acceptable, on va dire. Pour cela, tu peux aller dans Boursorama et aller tracer dans son graphique une courbe droite en lien
avec le cours d'analyse, par exemple, soit ici 20,095. Simplement, je te dirais pour avoir une idée, si on en a plus au-dessus, plus au-dessous. Donc effectivement, on voit à l'écran que je ne suis pas sur un chapeau, mais néanmoins, on reste face à un seuil qui reste élevé pour le titre en tout cas. Ensuite, tu peux regarder un indicateur que j'aime bien aussi, c'est le RSI 14, assez connu et il est d'ailleurs présent dans l'historique de ton cours si tu veux y jeter un coup d'œil, mais tu peux également aller le rajouter sur ton graphique en le chopant directement dans les indicateurs puisque celui-ci fait partie des indicateurs les plus utilisés. Donc là, tu vois, tu as ta courbe en haut, tu as tes volumes en bas avec les achats en vert, les ventes en rouge et les volumes. Et en dessous, du coup, tu peux aller y mettre ce fameux RSI 14. Et donc, tu vois ce fameux RSI 14 qui est d'ailleurs fourni d'office par Boursorama, que tu peux aller voir dans les historiques. Sans rentrer dans les détails, il est constitué, si tu veux, par de nombreux indicateurs d'une moyenne des cours les plus hauts et les plus bas. Bref. Ce qui est important de garder à l'esprit face à cet indicateur, c'est surtout, si tu veux, un indicateur qui va évaluer la dynamique d'un actif. Concrètement, si celui-ci il est inférieur à 30%, hein, donc tu vois la zone verte qu'on a en bas, cela signifie que nous sommes dans une zone de survente et sous-entend du coup que le cours risque d'être amené à réaugmenter, donc à être revu à la hausse, car nous avons atteint, si tu veux, un palier. Et inversement, si nous sommes en zone de surachat, la fameuse zone rouge ci-dessus, cela sous-entend que le titre va naturellement baisser, car nous avons atteint un certain palier par rapport à la normale du titre, et donc on risque de s'attendre à un revirement de situation, comme ce fut le cas et comme nous avons participé. Et comme tu le vois au travers des volumes vendus ci-dessus en rouge, et pour le RSI en dessous, hein, nous sommes en zone de vente, donc sur vente à 19,33%, donc bien inférieur aux 30% attendus. Donc selon ce fameux indice RSI 14, ou désolé pour tes oreilles, Relative Strength Index sur les 14 derniers jours, nous pourrions nous attendre à une petite réaugmentation de la valeur de l'action à venir dans les prochains jours, compte tenu de sa bonne présence dans cette fameuse zone bleue. Je le rappelle, zone de survente. Donc ça, c'était pour un premier indicateur que j'aime bien, le RSI 14. Allez, comme on est foufou et que je t'apprécie, je t'en montre un autre. Il me faut grossir un peu pour mieux le visualiser. Et en gros, très rapidement, on parle de MACD pour ce second indicateur, hein, très connu également. Donc là, pareil, tu positionnes MACD à partir de tes indicateurs dans ton graphique. Bon, moi, généralement, je vire le petit histogramme dessous, je mets mon MACD en bleu et mon signal en rouge avec des traits un peu plus foncés si tu veux pour une meilleure visualisation et ensuite avec la roulette de ma souris je grossis un peu mon graphique sinon on a du mal à voir les intersections entre les deux si tu veux. Et normalement, donc, pour cet indicateur, le fameux MACD, si la courbe bleue MACD coupe le signal à la hausse, comme ici par exemple, cela signifie que ce serait le moment d'acheter. Mais je trouve qu'il est toujours bon quand même d'avoir un minima deux indicateurs. Tu vois, comme cela, eh bien, tu peux voir les zones d'achat communes aux deux indicateurs et les zones communes de vente que nous avons respecté lors de notre précédente session d'actions Stellantis que nous avons vendu à 26,96 € le 22 mars 2024. Tu vois, on était en plein dedans là. Donc j'ai envie de dire bravo à nous. Et nous voyons par contre que durant cette période, nous étions clairement, selon ces deux indicateurs, dans une zone relativement propice à la vente. En effet, on était bien dans la zone rouge pour le RSI et en plus, vous voyez bien que le MACD avait franchement coupé la ligne de signal courant mars. Donc on était plutôt pas mal. Concernant l'achat de ce jour, par contre, selon cet indicateur MACD, c'est clairement moins évident, car effectivement, si le RSI 14 nous dit bien d'acheter, la MACD, quant à elle, ne nous pousse pas du tout à acheter, bien au contraire. Toutefois, comme je te l'ai indiqué précédemment, ces analyses restent complémentaires et fondées tout de même sur du court terme également. L'important reste bien entendu les fondamentaux, et c'est d'ailleurs pour cela que j'en ai repris une petite ligne par-ci. Et voilà pour cette rapide initiation, mes amis, à l'analyse technique. Et pour moi, cela peut venir surtout, je te dirais, en complément d'une analyse fondamentale. Tout d'abord, pour venir appuyer ou mettre en doute une analyse du coup fondamentale préalable, si tu veux. D'ailleurs, un point que je n'aborde pas encore dans ces vidéos, mais qui demeure important également et qui devrait être inclus dans l'analyse fondamentale, c'est naturellement la lecture du rapport annuel et des communiqués des sociétés. En effet, il est bon de savoir si notre entreprise, déjà, elle investit, ce qui est un bon signe, ou pas, ce qui est un mauvais signe. Si elle est dans un univers facilement concurrentiel, ce qui est un mauvais signe, ou au contraire difficilement accessible, ce qui est un bon signe. Et après, dans quel domaine elle investit, et si ces domaines sont porteurs pour l'avenir
ou non. Bref, en gros, connaître et découvrir ses prochains objectifs et sa stratégie en matière de recherche et développement. Et là, il n'y a pas de secret, et c'est une des activités adorées par notre mentor, Monsieur Buffett, la lecture et analyse des rapports annuels de nos petites sociétés. Et ça, ce n'est concrètement pas marrant du tout, mais par contre assez nécessaire, je t'avouerai, pour t'appuyer dans ta décision finale et surtout bien compléter et finaliser ton analyse fondamentale sur les indicateurs préalablement réalisés. Oh purée, j'avais pas vu l'heure, excuse-moi, je blague, mais on a une pépite boursière à rechercher, nous. Et je crois qu'à ce moment donné de la vidéo, une petite transition s'avère nécessaire. Magnéto, Serge. Donc oui, mes amis, revenons donc à nos moutons et surtout, je dirais, à nos fondamentaux. Et donc, c'est parti mon kiwi avec l'étape numéro 1 où, comme à notre habitude, nous allons aller visualiser les plus beaux gadins du CAC 40 sur cette dernière année. Alors pour cela, bien comme d'habitude, je m'en vais donc faire un tour du côté du palmarès Boursorama afin de voir ce que donne notre petit échantillon sur une année partie. Et paf! Sans surprise, nous retrouvons encore les mêmes naturellement. Alors bon, désolé, mais je regarde et je remarque que nous avons dans notre panel deux géants d'un secteur qui nous irait particulièrement à ravir, car oui, je veux bien sûr parler du secteur du luxe. Pardi. En plus, le luxe, c'est encore un fameux secteur que nous n'avons toujours pas acquis dans notre petit PEA tout de même. Donc bon, vu la dégringolade de l'un comme de l'autre, je te propose donc à nouveau d'aller y faire un petit tour complémentaire. Donc notre cible du jour sera, tu l'as compris, les grands Kering et LVMH, auxquels j'ajoute naturellement l'immense Hermès qui faisait déjà partie de notre panel durant notre précédente analyse qui datait du 4 octobre 2023. Comme tu m'es sympathique, je te mets le lien juste au-dessus si tu veux la revisionner. Donc notre panel est OK avec ces trois petits, et pour le détail de leurs activités respectives, je te laisse aller voir notre petite explication sur la précédente vidéo si tu le souhaites, car sinon, cela va encore rajouter du tas à cette vidéo qui risque d'engendrer un profond épuisement à mon équipe préférée, et de plus, je sais ô combien mon accent peut être parfois particulièrement agaçant. Et du coup, à ce stade, on peut dire qu'on a fait d'une pierre deux coups, puisque nous venons de finaliser l'étape numéro 1, avec le ciblage, et l'étape numéro 2, avec la constitution des fameux panels concurrentiels. Quelle équipe de fous! Ça mérite bien un double bravo à nous, sans déconner. Alors c'est donc parti pour l'étape 3, l'étape de l'analyse de nos petits indicateurs fondamentaux, et donc comme d'habitude, j'ai donc repris pour chacune les éléments propres, tu le sais, de son compte de résultat et de son bilan, afin d'extraire et calculer nos fameux indicateurs spécifiques. Et du coup, eh bien, nous nous apercevons au final, au global, que notre petit Kering qui jusque-là n'avait jamais réussi à obtenir la note de 6 indicateurs sur 8 lors de nos précédentes analyses, eh bien, il vient de la franchir. Bravo à lui. On peut le féliciter car c'était pas facile quand même. Donc là, tout s'organise et s'oriente donc progressivement pour que, contre vents et marées, j'ai envie de dire comme d'habitude, eh bien je risque gentiment, à titre personnel, de me positionner à l'achat sur ce petit qui représente des marques tellement emblématiques qu'il me semble impossible de ne pas succomber à la grande tentation de venir à nouveau diversifier notre petit portefeuille PEA. Donc, désolé de t'annoncer que je vais donc en prendre une petite et toute nouvelle ligne nette, mais toujours de manière modérée et progressive, hein. Tu te rappelles une de nos trois règles d'or indispensables. Et écoute, comme on l'a fait en aparté de cette vidéo, vu qu'on a sélectionné notre petit Kering, je te propose que nous fassions comme pour Stellantis. Et donc, si l'on regarde un peu au niveau de ces indicateurs complémentaires à celui-ci, bon, le dernier chiffre d'affaires par rapport au précédent est en belle baisse, je te dirais un peu comme Stellantis, avec une belle chute de près de 11%. Ça ne fait clairement pas rêver du tout. Le dernier dividende annuel versé est de 14 euros au global en deux fois, pour un cours d'analyse à 322,80 euros, soit 4,34% de reversement, c'est pas mal du tout. Et l'évolution du dividende n'est pas mal non plus, puisqu'il est passé de 8 euros en 2019 à 14 euros actuellement, soit une belle augmentation également, c'est plutôt sympa. Mais à suivre tout de même pour sa conservation à l'avenir au vu des aléas que subit le titre actuellement. Ensuite, eh bien, comme on est chaud et comme on a fait nos premiers pas en analyse technique, maintenant, eh bien, c'est parti, hein, on peut reprendre le graphique à 5 ans en allant sur l'onglet cours de Kering. On agrandit le petit graphique comme tout à l'heure, on positionne notre niveau d'achat avec une simple ligne intitulée support résistance. L'avantage de prendre celle-là, si tu veux, c'est que tu peux taper directement ton cours d'analyse.
Donc là, tu vois, on trace un gros trait horizontal à 322,80 € pour Kering. Donc pour bien faire, on tape dans le truc là 322,80 et après tu peux grossir le trait hein, ou changer la couleur si tu le souhaites. Donc là déjà, on s'aperçoit qu'on n'est pas franchement sur une zone de plafond, hein, puisqu'on est tout simplement au niveau le plus bas pour Kering sur les 5 dernières années. Ça fait pas rêver du tout. Ensuite, on va rajouter comme tout à l'heure notre petit RSI 14. Donc là, je vais dans les indicateurs, je chope RSI là, et je vois 29,88, donc on est quand même assez proche des 30 et on pourrait donc présupposer un changement de tendance à venir, ce qui nous arrangerait relativement bien. Donc pour le RSI 14, on n'est plutôt pas trop mal par rapport à cet indicateur qui nous indique voilà que un achat semble intéressant à faire. Voyons maintenant notre fameux petit MACD. Et là, pour y voir un petit peu plus clair, je vais virer les volumes, l'histogramme et zoomer un peu plus ensuite. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ce fameux MACD? Donc là, l'indicateur MACD est quand même très mitigé, comme tu peux le voir, mais cela peut constituer, si tu veux, le point de départ d'une nouvelle envolée. Mais cela reste toujours encore beaucoup de suppositions. On ne visualise par contre pas de concrète séparation, si tu veux. Donc il est quand même difficile de présupposer si ça nous engage un ordre d'achat ou de vente ou rien du tout, quoi. Toutefois, compte tenu de ces 6 indicateurs fondamentaux validés sur 8, eh bien oui, Kering, tu seras bientôt à nous. Et voilà, donc au bilan, quand même, ça a été une journée riche ce 2 mai 2024. Avec une petite prise de position sur Kering à 322,80 €, on vient d'en blaguer, une prise de position sur Stellantis à 20,115 € et sur ST Microelectronics à 36,81 €. Donc c'est plutôt une bonne journée. Et en plus du côté des bonnes journées, on a aussi des bonnes news ce 2 mai, puisqu'on peut également noter que le parfum du délicieux muguet porte-bonheur a dû faire le plus grand bien à nos deux amis, Worldline et Téléperformance, qui nous ont affiché une envolée extraordinaire en ce 2 mai 2024. Et ça, ça fait drôlement plaisir, franchement. Nous verrons bien si consolidation il y a pour ces deux titres, mais en attendant, croisons les doigts. Bon voilà, je crois que j'ai enfin fait le tour de tous les trucs que je voulais te partager. Comme toujours, si tu veux qu'on regarde ensemble une action, que tu as des questions à me poser, des améliorations à me proposer, n'hésite pas dans les commentaires à te manifester, mon ami. Et si tu veux le petit fichier Excel pour les indicateurs fondamentaux que j'utilise, tu m'envoies un petit mail à objectif.bientorrentier@gmail.com et je t'enverrai tout ça tranquillement. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, un petit abonnement et un petit like, ça serait trop mignon de ta part. Je te remercie beaucoup pour ton soutien. C'est donc ici que s'achève notre première analyse du mois de mai, et pour la clôturer luxueusement, c'est important, quoi de mieux qu'une citation toute mignonnette d'un célèbre Yves Saint-Laurent. Le plus beau vêtement que puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. À bon entendeur, salut!